Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Au sommaire, installation ce matin des membres du comité ad hoc chargé de la finalisation de l'avant-projet de loi portant sur le partenariat public-privé. Une cérémonie dirigée par les ministres Abdoulaye Biotchane du Plan et Joseph Djogbenou de la Justice. De nouveaux ambassadeurs ont présenté ce jour leur lettre de créance au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Le point de la cérémonie dans ce journal. Hors du Bénin en Italie, la lutte contre le commerce illicite des animaux sauvages n'est plus seulement le combat des écologistes. D'autres initiatives s'ajoutent à celles des défenseurs de la nature pour protéger les animaux. Bienvenue à tous. Je l'annonçais dans les grandes lignes de cette édition, présentation de lettres de créance à la présidence de la République ce mardi. Le Bénin a officiellement accueilli ce jour 8 nouveaux ambassadeurs, à savoir l'ambassadeur de l'Afrique du Sud près le Bénin, ceux de l'Espagne, du Congo-Brazzaville, de l'Éthiopie, de l'Indonésie, de l'Australie, de la Corée du Sud et du Rwanda près le Bénin. Loris Tavor et Cyril Agbo pour les détails. Ils sont au nombre de 8, les diplomates qui ont présenté leur lettre de créance ce mardi 14 juin 2016 au président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. Il s'agit de l'ambassadrice de l'Afrique du Sud près le Bénin, Madame Nolutando Mayede Sibia, née le 7 juillet 1956. Elle est mariée et diplômée de l'école des sciences infirmières McCord en 1983 et du King Edward Memorial en 1985. Elle a été en 2009 ministre des Femmes, des Jeunes, des Enfants et des Personnes handicapées. Ancien cadre en mission diplomatique au Gabon, en Pologne et en Chine, Alfonso Barnuevo de Eris a occupé le poste de conseiller à la représentation permanente de l'Espagne aux Nations Unies et d'ambassadeur d'Espagne en Namibie de 2008 à 2011. Suivront les ambassadeurs du Congo près le Bénin, Jean-Marie Moele, ancien ambassadeur du Congo-Brazzaville au Togo, Madame Sania Zekaria Gupu de l'Éthiopie, Messieurs Harry Purwanto de l'Indonésie, Paul Lehmann de l'Australie, Won Ki Leo de la Corée du Sud et Stanislas Kamanzi du Rwanda. Rappelons que les ambassadeurs d'Espagne, du Congo-Brazzaville, de l'Éthiopie, de l'Indonésie, de l'Australie, du Rwanda ont pour résidence Abuja, tandis que le Sud-Coréen a pour résidence Accra. Ces 8 diplomates vont désormais représenter leurs pays respectifs au Bénin, où ils seront non seulement les intermédiaires, mais aussi et surtout les interlocuteurs de la République. Les membres du comité ad hoc chargé de la finalisation de l'avant-projet de loi portant sur le partenariat public-privé ont été installés ce matin. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane et du garde des Sceaux, ministre de la Justice Joseph Djogbenou à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Suivons un extrait des propos des deux ministres au micro de Maury Agua et de Denis Maroya. Les gouvernements successifs ont pris à cœur l'intérêt à doter notre pays d'un instrument juridique capable d'attirer les investissements privés. Rien de grand, rien de pertinent, rien d'important en termes de développement, rien d'important en termes d'investissement structurant ne peut avoir lieu sans le partenariat public-privé. Le comité a un délai de 30 jours pour nous présenter le rapport comportant le test finalisé avec l'exposé des motifs. Nous verrons avec la commission des lois et la commission du plan le meilleur mécanisme afin que l'Assemblée nationale soit convoquée assez rapidement sur ce test-là. Au regard de nombreux avantages inhérents au contrat de PPP,
notre gouvernement a décidé de mettre en place rapidement le cadre légal et réglementaire y afférent. Tout d'abord, les contrats de partenariat public-privé favorisent la mobilisation de nouvelles ressources, issues bien sûr du secteur privé, pour le financement des infrastructures que la puissance publique aurait dû financer. La mise en place d'un cadre légal en matière de PPP dans notre pays appelle aussi un renforcement des capacités de nos administrations. Je peux vous garantir que nous y veillerons parce que nous avons besoin que nos cadres soient capables de comprendre la complexité des problèmes dans ce domaine, mais aussi de négocier avec les partenaires du secteur privé, notamment internationaux. Mesdames et messieurs, membres du comité, je vous exhorte donc à apporter toutes vos contributions pour enrichir le débat et faciliter l'adoption rapide des textes fondateurs du partenariat public-privé dans notre pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous l'a dit, nous sommes en effet pressés et très pressés. Et nous comptons donc sur vous. En souhaitant ainsi plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la cérémonie officielle d'installation des membres du comité ad hoc de finalisation de l'avant-projet de loi portant sur le partenariat public-privé au Bénin. Aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale du don de sang. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Le sang, un lien international ». Un thème qui met l'accent sur la notion de partage et de lien qui unit les donneurs de sang et les patients. Pour marquer l'événement au Bénin, l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, en collaboration avec l'Association des donneurs de sang bénévoles, a organisé une journée de don de sang et des séances de sensibilisation sur l'importance de ce geste. Cela s'est déroulé ce matin au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Suivons ici quelques réactions. C'est pour donner le sang, pour sauver la vie humaine. Nous sommes dans la saison pluvieuse. Souvent, les enfants tombent malades du paludisme. C'est pour cela que j'ai pensé, comme aujourd'hui, c'est instauré la journée du donneur du sang, c'est pour cela que je me suis dépêché pour donner le sang, pour sauver la vie des enfants. Ce qui me pousse, moi, à donner du sang, parce que pour sauver la vie humaine, il est capital quand même de donner du sang pour sauver les autres. Vous voyez, tous les jours, vous voyez des gens qui, par manque de sang, meurent, des enfants, des personnes âgées, par manque de sang. Or, moi, j'en ai, des proches en ont, donc c'est pourquoi moi j'ai décidé aujourd'hui de venir et aussi avec toutes ces personnes que vous voyez. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir donné mon sang ce matin. À ceux qui ne sont pas encore venus donner, je les encourage, je les motive. C'est très facile à le faire. Je les motive à venir massivement donner de leur sang pour sauver au moins une vie. Je donne mon sang pour sauver des vies. Il y a des enfants qui meurent à chaque minute par manque de sang. Il y a des femmes enceintes, en donnant une vie, ils perdent leur vie par manque de sang. Donc pourquoi ne pas donner mon sang pour les sauver? Tous ceux qui n'ont pas fait le geste, je les invite à venir donner leur sang pour sauver des vies, pour sauver l'humanité. L'humanité a besoin de ça. Le fait de donner renfloue les banques de sang et permet donc de rendre disponibles les produits sanguins. En plus de cela, lorsque le donneur donne régulièrement son sang, il a la possibilité de se faire établir une carte de donneur. Et cette carte de donneur, c'est cette carte de donneur en fait qui fait de lui un vrai donneur et qui lui permet d'avoir la priorité en cas de besoin au niveau des banques de sang. Et lorsqu'il doit se faire servir au niveau de ces banques de sang-là, et qu'il a sa carte de donneur et qu'il donne régulièrement, que ce soit lui ou sa famille directe, son épouse ou ses enfants, ils peuvent bénéficier de la poche sans payer les frais de cession. Chaque fois que le donneur de sang fait son don, il a la possibilité d'entrer en possession de ses résultats, à savoir les résultats du groupage sanguin et ses résultats sérologiques également en ce qui concerne l'hépatite B, l'hépatite C et le test de la syphilis. Le don de sang
a des inconvénients lorsque le donneur, au moment de la séance d'entretien médical, qui est un des circuits du don, ne donne pas franchement les réponses aux questions qu'on lui pose. Quand ce n'est pas exact, les conséquences peuvent être un malaise et la surveillance qu'on fait au moment du prélèvement permet de gérer au plus tôt ces malaises-là. Et d'une journée à une autre, la communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme, une journée commémorée pour la deuxième fois dans le monde. Au Bénin, l'ONG Divine Connection Worldwide, appuyée par l'ambassade des États-Unis, a organisé une séance de sensibilisation sur les droits des albinos à Obama Center sur le campus d'Abomey-Calavi. Horacia Djodji, Romaric Devoshi. C'est la deuxième fois que le monde entier célèbre la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme. Célébrons la diversité, promouvons l'inclusion, défendons nos droits. C'est le thème choisi pour cette célébration qui n'est pas passée sous silence au Bénin. L'organisation non gouvernementale Divine Connection Worldwide, qui s'investit depuis 4 ans dans la lutte contre la discrimination des albinos dans notre pays, a organisé ce 13 juin une séance de sensibilisation sur les droits des personnes atteintes de l'albinisme. Je peux vous dire que ce que le Béninois lambda pense de l'albinisme n'est pas toujours vrai, et ce que nous pensons de la sécurité des personnes atteintes d'albinisme n'est pas vrai non plus. Il faut que cessent les stigmatisations du genre aveugle, tu ne vois pas, du genre qui t'a demandé de conduire, etc. cesse. Une initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis au Bénin dont l'objectif premier est le respect des droits de tous les citoyens. La situation des albinos dans le monde, en particulièrement en Afrique, mérite notre indignation et surtout des actions concrètes en termes de protection sociale et juridique et de prise en charge. Aux États-Unis d'Amérique, nous prenons très au sérieux la question du droit de tous les citoyens, peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est, ou même qui l'on est en handicap. L'on peut espérer être traité de la même manière que tout le monde. La journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme a été instaurée le 13 juin 2015 par les Nations Unies pour 3 raisons fondamentales: démontrer la vulnérabilité des personnes atteintes de l'albinisme, corriger la stigmatisation et la discrimination dont elles sont victimes et le taux de décès dans leur rang. Nous restons avec les albinos qui sont des personnes persécutées, agressées et même tuées dans certains pays d'Afrique subsaharienne en raison des croyances occultes. Une situation qui leur rend la vie difficile. Écoutons quelques albinos à ce propos. La plupart des personnes, nos compères noirs, nous prennent comme des personnes hors nature. Souvent, ils se disent que nous sommes des fétiches, que ce sont des gens à neutraliser sur le plan. Bon, ils mettent tout, ils disent toutes leurs lois comme ils veulent. Mais comme c'est Dieu qui nous a créés, avec la grâce de Dieu, on s'implique à eux et on fait avec, malgré la marginalisation qu'ils apportent à notre égard. Ça là, je peux dire que être en cohabitation avec les autres étudiants, c'est un peu facile, même si on te catégorique, on dit que toi tu n'es pas de notre peau ou bien de notre race. On essaie de rester un peu entre eux pour voir, comme si nous sommes venus étudier ici et nous sommes venus avec, tout un chacun de nous a ses objectifs avant de venir sur le campus. On essaie de rester dedans.
Les apprenants, élèves et étudiants sont en période des examens de fin d'année. Nombreux sont ces apprenants qui se plaignent de défaillance de la mémoire ou de difficultés à retenir les notions et leçons apprises. Ces difficultés ne s'expliquent pas que par des troubles de mémoire. Elles sont aussi dues à la méconnaissance des étapes des techniques de mémorisation. Reportage. C'est la fin des activités pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées du Bénin. Les examens de fin d'année ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au souci de réussite des candidats s'ajoute la pression et l'angoisse des parents d'élèves. Mais la réussite aux examens implique plusieurs dispositions dont la bonne assimilation et la capacité de rétention ou de mémorisation des cours, apprentissage ou leçons. Quelles sont alors les étapes de la mémorisation ? Il y a par exemple l'enregistrement des informations. À cette étape de la mémorisation, l'apprenant doit être très concentré. Il faut que l'information que véhicule l'enseignant, il faut que l'apprenant soit bien concentré pour pouvoir l'acquérir. Et une deuxième étape de la mémorisation que je vois, c'est le stockage des informations. C'est-à-dire le cerveau même, lorsque c'est bien enregistré, le cerveau même essaie de ranger les différentes informations enregistrées. Cela suppose que si l'élève n'est pas concentré pour bien enregistrer, le cerveau ne peut pas bien ranger. Et une dernière étape que je vois, c'est la récupération de l'information enregistrée. Et toutes ces étapes sont liées les unes aux autres. Et pour mieux observer ces étapes, l'apprenant ou le candidat se doit de comprendre et bien maîtriser les techniques de mémorisation. Nous avons la recherche des mots-clés. Il ne faut pas qu'on cherche forcément à mémoriser toute l'information reçue. À travers cette information, il faut retenir les mots essentiels. Je peux conseiller, par exemple, aux apprenants la réalisation d'une carte mentale. Alors, lorsque j'ai des difficultés à retenir des mots ou bien des formules, je peux les écrire sur un papier, les fixer à un endroit inévitable, à un endroit que je fréquente habituellement, dans ma maison bien sûr, pourquoi pas à côté de mon lit. Une autre technique que je conseille aux apprenants, c'est le résumé. Il faut apprendre à résumer le cours et à le structurer, puisque le cerveau garde beaucoup plus ce qui est structuré. Donc, de petits résumés sur le cours, les grandes notions qu'on mémorise facilement. Lorsqu'il sera question d'une grande révision, on pourra faire recours à son cahier après et relire l'ensemble pour voir ce qu'il faut retenir. Alors, il faut aussi apprendre à répéter. Le cerveau garde beaucoup plus lorsqu'on répète. Il faut répéter souvent ce qu'on apprend et chercher aussi à inventer des histoires comme un plan de rappel. Ces étapes et techniques, mieux appliquées, permettent non seulement aux candidats de se rappeler plus aisément les notions ou réponses exigées lors des interrogations écrites ou évaluations de fin d'année, mais aussi et surtout d'avoir de bonnes notes. Hors de nos frontières, les Comores traversent une grave crise énergétique qui paralyse l'économie déjà exsangue de cet archipel volcanique au fort potentiel géothermique et aux explorations d'hydrocarbures prometteuses. Et grâce à ces atouts géologiques, le pays pourra développer d'autres sources d'énergie. Reportage. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Karthala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Les petits commerces, comme cette boulangerie, ont du mal à survivre. Il est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité. Le temps d'aller démarrer le groupe électrogène, il y a des pains qui se retrouvent gâchés.
On demande à la société fournissant l'électricité de faire le nécessaire pour nous garantir du courant, car nous, les petites sociétés, on court à notre perte. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même. Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore et une centrale au fioul très polluante devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur 2 est au chômage. Des triplés vivant en France, tous candidats au baccalauréat préparent ensemble leurs examens section de juin 2016. Inséparables depuis leur naissance, Christophe Lee, Jadani et Théophile font leurs devoirs toujours ensemble pour l'obtention du baccalauréat. Suivez plutôt. Jadani, la fille, Christophile et Théophile, les garçons. Tous trois passent leur bac cette année et se retrouvent pour réviser dans une bibliothèque. Jusque-là, rien de très inhabituel. Sauf que ce sont des triplés. Alors forcément, l'examen a quelque chose de particulier. Franchement, j'espère qu'on aura tous le bac parce que vu qu'on est dans la même famille, si on a deux qui l'ont, c'est pas comme si ça allait pas se ressentir. Moi, en fait, je me suis dit, c'est soit on l'a tous les trois, soit on l'a pas tous les trois. Parce que s'il y en a un qui l'a et les deux autres ils l'ont pas, ça va être chaud quoi. Toutes les épreuves communes on va rester ensemble, comme le brevet, tout ça. Donc là, vu que c'est pratiquement la dernière étape à franchir, vu que c'est le bac, espérons qu'on l'a tous les trois en même temps. Une union indéfectible. Et pourtant, voilà 3 ans que les triplés de Montreuil font chacun leur route dans des villes, des filières et des lycées différents. Jadani étudie les sciences et techniques du management, Théophile les soins et services à la personne et Christophile l'électronique. Mais quand il s'agit de commenter l'album de photos de famille, la complicité repasse immédiatement au premier plan. T'étais vraiment gros. Hein. J'étais vraiment gros. Aujourd'hui, leur mère aime encore raconter que lorsqu'on lui a appris qu'elle attendait des triplés, elle avait pensé à une maladie. 18 ans plus tard, cette nourrice de 52 ans est désormais mère de 5 enfants et plus confiante que jamais. Et je me souviens, après leur naissance, je suis sortie en couveuse avec ceux deux-là. Donc vendredi, Christophile est resté. Il nous a dit qu'il n'était pas encore prêt à rentrer. Samedi matin, la première heure, il nous a appelé pour nous dire que Christophile était prêt. Alors j'ai confiance, je sais. Il n'y en a pas un qui préférait en avancer plus que l'autre. En attendant, si Jadani joue les studieuses en révisant tous les soirs avant de dormir, les deux frères se la jouent plus décontractés. Mais ce 15 juin, Jaja, Théo et Toto, comme les surnomme encore leur mère, seront comme tout le monde devant leur copie, en pensant très fort, et 1, et 2, et 3, 0. Clinique vétérinaire pas comme les autres, notre règne des animaux accueille pitons, caïmans, lémuriens ou encore tortues à quelques kilomètres seulement du Colisée en Italie. Toutes ces espèces ont trouvé refuge chez un vétérinaire passionné par les animaux exotiques après avoir été confisqués à des trafiquants. Comme tous les matins, Umberto Cara rend visite aux animaux de sa clinique vétérinaire située à quelques kilomètres seulement du centre de Rome. Ici, pas de chiens ni de chats, mais plusieurs dizaines d'animaux saisis par la police, comme des pitons, des lémuriens et même un caïman confisqué à un dealer romain en 2013. Ce centre accueille des animaux exotiques, confisqués à des gens qui n'étaient pas autorisés à les avoir chez eux. En général, ce sont des animaux détenus illégalement. Ils arrivent par les aéroports et les ports ou bien sont trouvés par les gardes forestiers ou saisis par d'autres forces de police. Plus grave encore, le trafic de ces animaux, vivants ou morts, représente une manne financière très importante pour le crime organisé.
Les cornes de rhinocéros, par exemple, dépassent les 90 000 € le kilo sur le marché noir. Selon des estimations, le chiffre d'affaires mondial du commerce illégal de la faune et la flore représenterait quelques 30 milliards de dollars par an. Les grands groupes criminels africains affiliés à l'État islamique, à Boko Haram ou au Shebab, ont comme source primaire de financement ce genre de trafic. Ce sont eux qui orchestrent les crimes contre la vie sauvage. En Italie, environ 1000 animaux morts et 400 vivants sont saisis chaque année. Umberto Cara, lui, s'organise comme il peut pour en accueillir un maximum. Il dédie ses 6 hectares de terrain et les recettes de sa clinique vétérinaire à l'aménagement d'espaces pour toutes ces espèces qui ne peuvent souvent pas cohabiter. La réintroduction de ces animaux dans leur milieu naturel est possible, mais très difficile, car il faudrait des projets entre l'État italien et les autres États qui devraient ensuite réintroduire ces animaux chez eux. C'est possible, mais c'est difficile. Faute de pouvoir un jour rentrer chez eux en Thaïlande, Thaï et Mardi, les deux gibbons, ont trouvé leur équilibre ici à Rome. Ils font même désormais l'objet d'une étude universitaire sur la communication au sein de leur espèce. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.